Salut à tous, c'est Aurélien Broussal-Derval et vous écoutez ABD Podcast, votre guide essentiel pour exceller dans le monde du coaching, de la perf et de la prévention. Aujourd'hui, je m'intéresse avec mon invité au mouvement des gens forts ou de ceux qui veulent le devenir, comme disait Pierrot de Coubertin, le deadlift. Bon, il l'a pas tout à fait dit comme ça. C'est pas grave, avant de démarrer, abonnez-vous pour ne rien louper de la chaîne et puis surtout pour nous soutenir. Alors, nous allons commencer par explorer les fondations de ce mouvement. Pourquoi est-il si crucial pour développer une force brute de la chaîne postérieure? Comment peut-on l'exécuter avec précision pour maximiser les gains tout en minimisant les risques de blessure? Nous décortiquerons chaque détail pour que vous puissiez, dès votre prochaine session, soulever plus lourd, en sécurité et surtout en toute confiance. Je vous donnerai aussi des méthodes de préparation physique, celles que je préfère pour péter la barrière de force qui touche tout le monde, tôt ou tard. D'ailleurs, restez bien à l'écoute car en seconde partie, nous serons rejoints par Aurélien Lejeune, l'une des légendes désormais internationales du soulevé de terre. Il nous donnera 3 clés qui lui ont permis de passer de fort en deadlift à méga fort en deadlift. 422,5 kilos, bordel de... Aurélien va d'ailleurs rejoindre le casting de mon école de coach qui se déroule à Paris, en grande partie à l'INSEP. Cette formation qui vous donne une carte pro en 6 mois est un régal pour les passionnés. Didier Reis, Rudy Koya, Olivier Bollier, Thomas Serboneski, Alex Véa, j'en passe, et même des meilleurs. C'est simple, en coaching, ABD Formation, c'est le Real de Madrid. Tous les liens d'inscription sont dans la description. Alors, pourquoi le soulevé de terre? Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est l'exercice des gens forts? Et pourquoi est-ce qu'il est absolument incontournable dans le powerlifting, la musculation et la préparation physique? C'est simple, le deadlift n'est pas seulement un exercice, c'est un test de force brutal et de volonté humaine. Dans le monde du powerlifting, le soulevé de terre, c'est l'un des 3 mouvements de base, avec le squat et le développé couché. Il est souvent considéré comme le dernier mot en matière de force. Si vous pouvez soulever ce poids, alors vous êtes officiellement fort. Mais sa valeur dépasse largement la plateforme de compétition. En musculation, le soulevé de terre stimule une réponse anabolique incroyable en engageant plusieurs groupes musculaires à la fois. En fait, c'est avec le squat un des mouvements de force les plus complets sur Terre. C'est un exercice qui renforce non seulement les muscles du dos, mais aussi les ischio-jambiers, les quadriceps, les fessiers et même les bras et les épaules. En un seul mouvement, vous travaillez pratiquement tout le corps. Franchement, ceux qui vous le vendent comme un exo de jambes seulement sont passés complètement à côté de l'exercice. Mais c'est pas tout. Au-delà de la salle de sport, les avantages du soulevé de terre se répercutent sur votre santé en général. Premièrement, il améliore votre posture. En renforçant les muscles du dos et de la chaîne postérieure, vous soutenez mieux votre colonne vertébrale au quotidien. C'est essentiel pour tout le monde, ça. Non seulement pour les athlètes, mais aussi pour quiconque qui passe de longues heures assis. Deuxièmement, il booste votre métabolisme. Par sa nature intense, le soulevé de terre peut augmenter votre consommation calorique bien après votre séance de sport, aidant à contrôler le poids, à augmenter la masse musculaire. Si vous voulez donner une dimension tout autre à votre séance de musculation, pour brûler de la graisse, pour perdre du poids ou même travailler votre cardio en intensité, considérez la possibilité d'y intégrer le soulevé de terre. Troisièmement, le deadlift offre un développement de la force fonctionnelle, celle que vous utilisez tous les jours pour soulever des trucs lourds, pour bouger, pour vivre. C'est pas seulement pour les haltérophiles, c'est pour tout le monde, pour la vie. Au-delà de tout ça, c'est sans doute avec le deadlift que je me suis surpris à déclencher le plus d'adaptations en prépa physique chez des non-spécialistes en force. En fait, le deadlift a toujours été l'une de mes armes clés pour rendre les gens vraiment très, très forts. Bon, si vous cherchez un exercice qui offre un maximum de bénéfices pour chaque once d'effort que vous y mettez, vous ne pouvez pas ignorer le soulevé de terre. Passons à la technique de base du mouvement, un élément crucial pour tous ceux qui veulent maximiser leur performance tout en minimisant les risques de blessure. Ça commence par là. Maîtriser la forme correcte, c'est essentiel, que vous soyez débutant ou expérimenté. La technique de base du soulevé de terre classique, c'est déjà des appuis. Je le dis, je le répète sur cette antenne à ceux qui veulent bien l'entendre, on ne coache pas assez les appuis. Mais ça se répercute sur tout le corps, depuis les pieds jusqu'à la largeur des épaules, à la qualité de votre saisie. En fait, ça va du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Le soulevé de terre classique, il commence avec vos pieds, largeur des épaules, les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur,
Ça s'ajuste selon le confort de chacun. La barre, elle doit être placée si près de vos jambes qu'elle touche presque vos tibias en fait, hein. En vous baissant pour saisir la barre, vous gardez le dos droit et les hanches légèrement plus hautes que les genoux. Plus vous horizontaliserez votre buste et plus vous produirez ce fameux hinge, cette flexion de hanche, hein, qui va permettre lors de l'extension de produire une force horizontalisée qui est transférable dans des mouvements horizontaux comme la course, le multibond, etc. Je recommande de ne pas squatter en soulevé de terre, même si dans l'absolu, c'est pas interdit, hein, pour produire de la force verticale réellement, qui va être transférable plutôt vers le saut vertical, pour la détente sèche par exemple, ben, on a le squat justement. Donc la force verticale, plutôt la triple flexion, triple extension en squat, et la force horizontale, plutôt du deadlift. Vos bras doivent être tendus et perpendiculaires au sol, en dehors de vos genoux. En levant la charge, eh ben, vous poussez le sol avec vos pieds tout en engageant les muscles de votre chaîne postérieure. Le mouvement, il doit être fluide, il doit être continu. La barre, elle doit suivre une trajectoire verticale, proche de votre corps. À mesure qu'elle passe vos genoux, engagez vos hanches pour pousser vers l'avant et redresser complètement votre corps en position debout. Le soulevé de terre sumo, en revanche, eh ben, c'est une variation où vous écartez davantage vos pieds, dépassant la largeur des épaules, et vos pointes de pied sont plus orientées vers l'extérieur encore. Vos mains, eh ben, elles saisissent la barre à l'intérieur de vos jambes, ce qui diffère du style classique où les bras sont en dehors des jambes. Cette position, elle modifie la mécanique du mouvement profond en sumo. Grâce à la position plus large des pieds et à la prise plus étroite, eh ben, le tronc reste plus vertical et les hanches sont plus proches de la barre. Ça réduit la tension dans le bas du dos, ça met davantage l'accent sur les jambes, particulièrement les adducteurs et les quadriceps. Alors, quel est le meilleur entre les deux? Eh ben, le choix entre le soulevé de terre classique et le soulevé de terre sumo dépend souvent de votre morphologie, de vos préférences personnelles, de vos objectifs spécifiques. Le classique, il est excellent pour développer une force brute globale, particulièrement dans la chaîne postérieure, tandis que le sumo peut être un peu plus adapté pour ceux qui ont des problèmes de dos ou qui cherchent à réduire la pression sur cette zone. En tant que coach, j'ai vu de nombreuses erreurs courantes dans l'exécution du soulevé de terre, qui, si elles ne sont pas corrigées, peuvent non seulement limiter vos progrès, mais aussi vous exposer à un risque de blessure. Voici quelques-unes des plus fréquentes et comment y remédier. Alors, je sais. Il y a un énorme débat autour du dos rond. Si vous ne l'avez pas écouté, j'ai consacré un long épisode sur le sujet qui clarifie la question pour de bon. Par ailleurs, écoutez Aurélien Lejeune dans quelques minutes pour découvrir ce qu'il en pense. Je vous en dis pas plus. Ici, je vous parle de charge maximale, ou presque, et répétée. Ma position reste celle de la prudence, du contrôle, du gainage, pas de la perte d'activation. Si vraiment vous avez envie de faire du dos rond, bah en fait, c'est plus le moment. Il y a un temps pour tout. Gardez ça pour des charges plus modestes, plus maîtrisées. Là, on lift en sécurité. Donc la correction, c'est d'activer vos muscles du tronc et de penser à gonfler votre poitrine avant et pendant le mouvement. Gardez le dos neutre, les épaules tirées en arrière, les scapulas abaissés. Visualisez-vous en train de pousser le sol avec vos pieds plutôt que de soulever la barre avec votre dos. Erreur numéro 2, eh ben, on tire avec les bras. Ça, c'est un peu l'erreur classique du débutant ou des gens qui viennent de mouvements un petit peu plus globaux. Beaucoup de crossfitters qui font ça aussi. Bon, c'est une erreur courante d'utiliser les bras pour tirer la charge. Non seulement ça réduit l'efficacité du mouvement, mais en plus, ça met une tension inutile sur vos biceps et vos avant-bras qui risque de vous faire perdre en fait la précision sur le reste. Finalement, vous soulèverez moins lourd. Alors la correction, c'est de garder vos bras tendus et de penser à ces derniers comme si c'était des crochets ou des chaînes. Et puis il se trouve qu'au bout, on a accroché du poids. Donc laissez vos jambes et vos hanches faire le gros du boulot. Vos bras, ils ne devraient pas se plier ou se contracter outre mesure pendant le mouvement. Erreur numéro 3, départ des hanches trop haut ou trop bas. Positionner vos hanches trop haut peut transformer le soulevé de terre en un soulèvement essentiellement du dos. Alors que trop bas, ça peut ressembler à un squat et réduire la pertinence du mouvement, comme je le disais un petit peu plus tôt dans cet épisode. La correction, elle est simple. Vous trouvez la position des hanches qui vous permet de garder votre dos droit tout en ayant une bonne propulsion mécanique. Pour la plupart des gens, ça signifie en fait que les hanches elles sont positionnées quelque part entre les genoux et le niveau moyen du torse au moment du départ. L'erreur numéro 4, c'est le positionnement incorrect des pieds. Que ce soit en soulevé de terre classique ou en sumo, j'ai vu énormément de mauvais placements des pieds et ça peut compromettre la trajectoire de la barre au final, l'équilibre général du mouvement. Rappelez-vous que tout part des appuis. Je vous conseille à ce propos de pratiquer pieds nus. La correction, vous placez vos pieds
de manière à ce que la barre soit environ à mi-pied lorsque vous la regardez d'en haut. Pour le style classique, vous gardez vos pieds à la largeur des hanches. Pour le sumo, plus largement espacés. Assurez-vous que vos pieds sont légèrement tournés vers l'extérieur pour aider à stabiliser vos hanches et vos genoux. En évitant ces erreurs courantes et en appliquant ces corrections, vous verrez non seulement une amélioration dans votre technique de soulevé de terre, mais aussi évidemment dans votre sécurité et dans vos performances globales. Le diable est dans les détails, comme on dit, et le powerlifting, c'est chaque détail qui compte. Avant de vous livrer mes 2 énormes astuces pour péter vos records en deadlift, j'aimerais vous demander sincèrement de me soutenir en vous abonnant, en commentant, en partageant le plus largement possible cet épisode. Merci pour ça, j'y retourne. Au-delà des fondements techniques, il y a la méthodologie de l'entraînement dont j'ai vraiment envie de vous parler. De véritables game changers qui peuvent potentiellement faire passer votre deadlift à un niveau supérieur. Ces techniques ne sont pas des secrets bien gardés, mais elles sont souvent sous-utilisées ou mal comprises. Préparez-vous à exploiter pleinement votre potentiel de force. Astuce numéro 1, l'overcoming deadlift. L'incroyable génération de force. L'isométrie, où vous appliquez une force sans déplacement réel du poids, peut être un outil puissant dans votre arsenal d'entraînement. L'overcoming deadlift, souvent comme ça qu'on l'appelle, implique de placer la barre dans une position fixe, souvent dans des racks inversés, ou avec des chaînes où vous ne pouvez tout simplement pas soulever complètement la barre. Vous pouvez aussi asseoir 2 gros copains sur votre barre, comme ça règle le problème, mais par contre vous êtes qu'en position de départ. Comment ça fonctionne? Vous essayez de soulever la barre avec une force maximale, la tenant contre la résistance immobile pendant 5 à 10 secondes. Mon protocole préféré, c'est 5 secondes de tension pour 5 secondes de récup, 3 à 4 fois. Et puis on peut faire 3 ou 4 séries avec des récupérations complètes de 4 à 5 minutes. Mettez-moi en commentaire comment vous vivez ce type de séance. Cette tension maximale activée isométriquement renforce les muscles, les tendons, améliore la connexion neuromusculaire en vous enseignant comment générer une force explosive même dans un état statique. Pourquoi c'est un game changer? Parce que cela prépare votre corps à surmonter n'importe quel point de blocage, de point où vous bloquez habituellement lors du mouvement complet. Ça améliore votre capacité à activer efficacement et rapidement vos muscles lors des mouvements dynamiques, quel que soit l'angle de faiblesse. Ah oui, la force, vous le savez, elle est spécifique à chaque angle de travail. Et à un moment donné, si on n'arrive pas à passer une barre, c'est aussi peut-être parce qu'on est faible à un angle spécifique. Donc il va falloir travailler et cibler là-dessus. Et oui, par ailleurs, ça améliore le fameux RFD, Rate of Force Development, plus couramment connu sous le nom d'explosivité. Astuce numéro 2, l'excentrique analytique, quand les mouvements guidés isolés viennent à la rescousse du mouvement global. Le travail excentrique, où vous contrôlez le poids en phase de descente, est crucial pour développer la force et la stabilité musculaire. Dans le cadre du deadlift, appliquer un focus analytique à cette phase peut transformer votre performance. Alors comment on met ça en œuvre? Comme on cible des charges très très élevées, j'aime pratiquer le leg curl à la machine. On descend le boudin à 2 jambes, c'est la phase concentrique, pour freiner le retour à une jambe avec une charge trop lourde pour être mobilisé à une jambe en concentrique. Pourquoi c'est efficace? Parce que ça augmente le temps sous tension et le stress nerveux, 2 clés pour le développement musculaire en force max. L'analyse et l'isolation aident à renforcer les muscles plus faibles qui pourraient être négligés lors d'un mouvement standard. Ça améliore l'intégrité structurelle globale et la performance. Rappelez-vous qu'une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Ciblez donc les maillons faibles avec cette méthode. Mais j'ai assez parlé, il est temps de recevoir mon invité du jour. Et pour challenger tout ce qu'on vient de se dire, j'invite l'homme le plus fort de France, Aurélien, pas moi, l'autre. Merci Aurélien, l'autre, pour l'invitation. Voilà, un homme vraiment fort, un vrai. Merci d'avoir respecté le dress code, Aurel, la barbe et la coupe de cheveux, mais évidemment, personne n'est dupe. Tu fais très exactement 4 fois mon format et à peu près 4 fois ma performance. Non, peut-être pas 4 fois, peut-être 2 fois et demi ma performance en soulevé de terre. J'ai En pas fait le soulevé de terre. calcul. 425, c'est 422,5. J'ai le passé ça mec là rentre au mois dans de le mars. Guinness. Voilà, c'est simple. Il est dans le top 30 mondial des hommes les plus forts du monde. Recordman de France. Ouais, Bravo, ouais. c'est récent en plus. Ça date du mi-mars. J'ai passé ça à Lyon. L'objectif, c'était d'améliorer mon record de France et de me rapprocher. On a une barre un peu symbolique dans le monde du strongman qu'on appelle les 1000 LBS, qui correspond à 454 kilos.
l'objectif, ça serait d'atteindre cette performance. Donc Aurélien Lejeune, si vous ne le connaissez pas, allez évidemment voir ses réseaux sociaux. Il partage énormément. C'est quelqu'un de très humain, très ouvert. Ça fait des années qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Il est par ailleurs formateur aussi Ouais. auprès de quelques chanceux futurs coachs. Donc il partage. Tu vas peut-être même venir un petit peu dans notre CQP. Et pourquoi pas Dès que revenir un peu en ta région parisienne. dès que ta patte te l'autorisera, parce qu'on a un autre point commun avec Aurélien. On a le prénom, la coupe de cheveux et la barbe, et on s'est tous les deux fait une tennis leg dans les 12 C'est derniers ça. mois. C'est ça, ouais. Ok, moi, c'est tout récent, hein, tu vois, ça a 2 semaines. C'est tout Ah bah, frais. faut bien que j'ai un peu d'avance sur quelque chose sur toi à un Ouais, moment donné. si on avait pu être différent sur ce point-là, ça m'aurait arrangé fortement quand même. Ah, c'est vraiment tout ce que je t'aurais souhaité. Je suis désolé pour toi. Je te souhaite un prompt rétablissement. Mais en tout cas, ça te donne un petit peu de temps pour partager avec nous tes techniques sur le soulevé de terre. Et ça, c'est génial. Alors justement, Aurel, il va vous donner, on a évidemment travaillé un petit peu en marge de cet épisode, et il va vous donner 3 clés qui lui ont permis de devenir, non pas fort, parce qu'il l'était déjà, je l'ai toujours connu fort, je pense qu'il est né fort, mais très 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 fort en soulevé de terre. Et le premier point, j'ai trouvé ça absolument fantastique, c'est pas de max à l'entraînement, Ouais, ou très très peu. peu. Très très peu. Et en fait, ça fait, bah, tu vois, je suis plus mon coach. Pendant des années, je me suis auto-coaché. Là, depuis 2 ans maintenant, j'ai Jean-François Caron, un Québécois, qui me suit. Et du coup, on s'est aperçu, c'est peut-être aussi, tu vas peut-être pouvoir me dire là-dessus, en lien avec l'âge, mine de rien. Si je testais trop souvent des max à l'entraînement, bah, du coup, derrière, j'avais une récupération, surtout du système nerveux, qui était beaucoup plus longue. Et ce qui fait que je ne pouvais pas optimiser mon entraînement derrière. Ça me faisait des séances où j'étais plus fatigué, etc. Ce qui fait que je teste très très peu de max à l'entraînement. Là, pour te donner un peu un exemple, pour par exemple la barre à 422,5, dans le mois qui a suivi cette barre, enfin qui a précédé cette barre, je suis jamais monté à plus de 400 kilos, tu vois, à l'entraînement. J'ai fait des doublés, des triplés, mais jamais au-delà de 400. D'accord. Donc c'était stratégique avec l'entraîneur, on a vu ça, ce qui me permettait de développer mon système nerveux. C'était surtout l'objectif, je n'ai pas besoin de prendre de masse musculaire. C'est vraiment de travailler sur cet aspect nerveux, garder une exécution technique, l'optimiser au maximum avec une charge lourde, ce qui n'est pas toujours facile, et sans trop me fatiguer pour le jour J arriver à être vraiment frais à 100%, quoi. Ah, Donc c'est ça a plutôt bien fonctionné. hyper intéressant. Bah, manifestement, ouais. Surtout que tu t'as pété 2 fois ton record là en quelques mois, hein. Ouais, je l'avais fait en novembre la première fois, et ensuite mars. Hyper intéressant. Tu sais qu'il y a une école qui est très très à la mode en préparation physique qui préconise ce genre de pratique. C'est Strong First, dont tu D'accord, as moi je connaissais pas. forcément entendu parler. Les spécialistes de kettlebell apprécieront. Il y a aussi de la barre olympique chez Strong First et du poids du corps, mais avec toujours cet héritage de force et aller droit au but sur la force et se concentrer sur des séries courtes et intenses, mais toujours en gardant une petite marge de réserve avant Ouais. sa force max, quitte à faire des doublés parfois ou des triplés plutôt que des séries d'une rep, mais aussi quitte à faire une rep légèrement en dessous de ce qu'on est capable de faire. Alors, c'était induit par la logique même de l'outil, hein, puisque le kettlebell a moins de paliers de progression qu'une barre olympique. Évidemment, tu peux aller presque de gramme en gramme si tu en as envie sur une barre, alors que kettle, entre le 40 et le 48, il y a un vrai gap. Donc, on comprend aussi pourquoi on en est là. Une rigueur technique aussi particulière dans cette école où on est très très à cheval sur la technique et où on est sur des charges quand même assez lourdes et où le risque de blessure existe. Donc, il y a aussi cette philosophie-là. Mais en filigrane, je pense qu'ils te rejoignent aussi énormément sur cette économie nerveuse centrale et de dire, en fait, on va conserver un maximum de bandes passantes pour éviter de se mettre dans le rouge en permanence et d'être toujours au rupteur, comme certains plans de force athlétique Mm. proposent de travailler. Alors, on est toujours aux portes de la force, on est toujours très très proche de ces zones-là, mais du coup, on y passe plus de temps. Je trouve ça intéressant. Ouais, puis l'objectif aussi, c'est que je dis, si tu arrives
tout le temps à être quasi à ta limite ou essayer de la dépasser à chaque fois, bah, potentiellement, tu as le risque de blessure qui va forcément arriver un peu plus. Donc c'est aussi se préserver. Et ce qu'il ne faut pas oublier, nous, dans le strong, c'est qu'on n'a pas qu'un mouvement ou trois comme en force athlétique. Tu vois, on en a plein. On a une vingtaine de mouvements possibles. On en a 5-6 sur chaque compétition. Donc on doit aussi être capable, dans l'entraînement, bah, de prendre ça en compte, de pouvoir s'entraîner fort et dur sur d'autres mouvements, d'autres agrès. Euh, c'est évident que si un jour, je pense que ça va se passer comme ça, quand je voudrais vraiment me préparer pour passer ces fameux 1000 LBS, l'intégralité de la préparation sera faite sur ça. Eh oui, Tout le reste sera mis de eh côté. oui, faudra que tu arrêtes de tirer des camions, quoi. Bah, là, avec le mollet, il veut plus de toute façon le mollet. Là. Il m'a dit non. Vas-y, stop. Écoute, super intéressant, ça c'est un vrai témoignage qui immédiatement est facile à mettre en œuvre et qui se transpose quel que soit le niveau de pratique des gens. Je trouve ça hyper intéressant. Le deuxième point que tu as partagé avec moi hors antenne, c'est de lâcher un peu la technique. Bah, c'est essayer de la revoir, parce que de toute façon, toute technique est toujours perfectible. Euh, et, euh, donc, moi, sur le soulevé de terre, j'ai essayé de revoir un peu ma technique, de la remodifier par rapport à la position. C'est tout bête, hein, mais l'écartement de mes mains, la position de mes pieds par rapport à mes hanches, l'angle de mes pieds. J'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum ma position, de la travailler, de sorte que le jour J, au fin d'entraînement, bah, ça devienne un réflexe. J'ai plus besoin d'y penser en fait. Hmm. Et là, bah, j'ai plus besoin de penser à ma technique, j'ai juste besoin de penser à tirer le plus fort possible sur la barre. Donc ça a été aussi tout un travail de plus penser à ça. C'est bête, mais c'est hyper important. Parce que quand tu vas te concentrer à dire, voilà, je mets mes jambes comme ça, mon dos comme ça, truc, bah, tu perds un peu de l'énergie, tu te focalises moins sur ta performance. Alors que si ça devient des réflexes, tu te positionnes, c'est bon, c'est fait, tu as juste à tirer. Ouais, tu as juste à te concentrer sur l'intensité que tu mets dans ton exercice. Voilà, bien, et toujours en gardant l'esprit, évidemment. On dit lâcher la technique, mais essayer de ne pas se blesser non plus. Le but, Oui, entendez bien ce que tu me dit. verras pas faire tu me verras pas faire un dos rond comme c'est à la mode en ce moment. Je vais éviter. Ouais, entendez bien ce que dit l'expert technique qui se permet de dire de lâcher la technique, hein. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que le souci, c'est que souvent, ce sont des non-experts techniques qui lâchent la technique. Et là, C'est ça va ça. pas. Alors, il vous parle d'automatismes qui sont mis ensemble et qui, à un moment donné, font qu'il est en sécurité et qui peut se concentrer sur autre chose parce qu'il a plus besoin de garder les yeux sur le ballon pour prendre une image que tout le monde comprenne. Oui, voilà, ouais. Euh, Mm. mais ça, c'est au prix de l'expertise. C'est une fois qu'on est un expert qu'on peut se permettre, à un moment donné, entre guillemets, de se libérer un petit peu de ce carcan et d'aller chercher à simplement se concentrer sur l'intensité. Hyper Ouais, intéressant. ça a pris, c'est du temps, hein, c'est des heures et des heures passées à l'entraînement, parce que je suis resté longtemps, j'ai stagné très longtemps au soulevé de terre. Je suis resté pas mal de temps à un palier à 380, je n'arrivais pas à aller au-delà. Euh, donc il a fallu revoir pourquoi j'arrivais pas à aller au-delà, alors sur tous les autres mouvements, je progressais. Donc là, du coup, on va chercher un peu partout, hein, la technique, le psychologique, le physique, et on va voir tout ce qu'on peut améliorer. Et alors justement, le dernier point que tu voulais partager avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui, eh ben, on parle souvent de la barrière de force. Et toi, tu parles de la barrière psychologique de la force. Ouais, ouais. En fait, bah, ça fait depuis 2008 moi que je fais des compétitions dans les sports de force. J'ai déjà eu un peu une expérience là-dessus par rapport au développé couché euh, et la fameuse barre des 300 kilos. Euh, j'ai été le premier Français à la faire en FF Force, la fédé officielle, cette barre. Et c'est une barre pareil qui m'avait résisté longtemps. Et pourtant, quand on regardait sur le papier mon 2RM, mon 3RM Il ou n'y avait pas de raison. différentes perfs que je pouvais faire, bah, normalement, cette barre, elle y était et je l'ai échoué pas mal de fois en compète. Il a fallu psychologiquement peut-être l'accepter au final, accepter aussi qu'il y a peut-être un risque derrière, tu vois, de se faire mal, de se blesser, hein, ça fait partie du jeu. Et je pense qu'au soulevé de terre, j'ai eu ce truc-là pendant
un moment, j'ai eu cette barrière de 380 et j'arrivais pas à aller au-delà. J'arrivais pas à aller au-delà. Je regardais mes doublés, mes triplés, etc. Tu vois, il y a toujours un peu des correspondances, bon, même si elles sont un peu biaisées au final. Plus les perfs sont hautes, plus c'est un peu biaisé ces correspondances entre les sous-max. Mais je me dis non, c'est pas normal. Normalement, la barre à 400, allié. Et je l'ai échoué plusieurs fois en compétition. Et je pense que c'est ça, c'est de se libérer l'esprit et de se dire je l'ai techniquement, je l'ai physiquement, il faut que j'accepte de la faire, que j'ai pas peur de cette barre, c'est de l'appréhension et des risques que ça peut engendrer. Parce que c'est pas anodin, tu vois, comme je disais tout à l'heure, de prendre une barre de 400 kg et de la mettre dans ses bras. Parce que quand j'ai passé la première fois 400 kg, chez moi dans mon gym en fait, euh, désolé pour mon coach, parce que des fois je respecte pas ce qu'il me dit. Quelques jours avant la finale de l'homme le fort de France au Fitex à Paris, j'avais ma séance deadlift. Donc par rapport à la programmation qu'on fait en fait, les compétitions en France sont planifiées pas comme des compètes intensives, on va dire, je mets plus comme des entraînements par rapport à des compètes internes, juste différence de level, c'est tout. Et donc, du coup, j'avais quand même une séance de deadlift à faire avec des doublés jusqu'à 3,70. Et donc, je monte la barre à 3,70, je fais le doublé très facilement, vraiment facilement. Ça monte d'une traite, ça tremble pas, rien du tout. Je me dis bon. Et je me dis, bon, allez, je vais tenter 3,85. Je mets 3,85, je fais une rep. Pareil, ça monte tout seul, ça tremble pas, ça va jusqu'au bout, mais vraiment d'une traite, ça freine pas. Et je me dis, bon, un petit diable, je sais pas, sur l'épaule, qui va me dire, qui me dit, vas-y, Allez, fais-le, viens, mets on 3,90. est bien. Non, mets 400, mets 400, mets 400. Et je sais pas, j'ai mis 400, je la sentais le jour-là. Et je l'ai montée, pareil, elle est montée plutôt facilement, d'une traite, sans appui de cuisse, rien. Je ne l'ai pas verrouillée par contre, mais elle était vraiment montée facilement et je pense que ça a mis un petit déclic en fait et ça m'a mis dans la tête que c'était une barre, ça y est, je l'ai. Euh, et j'ai pu la concrétiser quelques semaines après sur une compétition de deadlift où j'ai passé les 400 kilos et c'est ça qui me fait dire que c'est plus psychologique parce que euh, quand je passe cette barre à 400 kilos en compétition, elle passe vraiment très facilement. Il n'y a aucun frein, j'ai même pas besoin de mettre d'appui cuisse, ça monte tout seul. Donc je me dis que potentiellement ce jour-là, j'avais peut-être 4,5, peut-être 4,10. Donc, ce qui veut dire que ça fait un moment que les 400 sont là en fait. Mais c'était vraiment une barrière dans la tête qui m'empêchait de l'avoir, quoi. Hyper intéressant. Tu sais, ça me fait penser à une conférence qui a eu lieu il y a une dizaine d'années à l'INSEP, où j'étais ravi de recevoir le Sud-Africain Tim Noakes. Tim Noakes, qui est le mec, c'est moins ton univers, c'est le gars qui a écrit Law of Running, qui est la Bible du marathonien, qui a été écrite dans les années 90-2000. Ouais, je cours pas trop de marathon C'est depuis moins ta quelques temps. spécialité. Non, c'est parce que t'es blessé, c'est pour ça. C'est pour Et, ça, oui. et, euh, et le mec, si tu veux, il a fait sa deuxième partie de carrière sur le régime cétogène, le Bouncing Diet, comme il appelle ça. D'accord. Et donc, un mec qui est vraiment très, très, très physio, vraiment dans la précision de la science physiologique. Et quand il est venu à l'INSEP, il n'a pas parlé du tout de physio, il a parlé que de stats et de psychologie. Hyper intéressant. Alors, il nous a tous pris à contre-pied parce qu'on l'attendait justement sur de l'hyponatrémie, enfin sur des trucs un peu techniques en endurance qui sont ses spécialités. Et au final, eh ben, il a sorti des stats et il nous a montré par A plus B que, à quelques exceptions près, mais je ne crois même pas que ce soit des vraies exceptions, c'était plutôt des explications, tous les records du monde qui ont été battus à un moment donné, aussi vieux soient-ils, ont été rebattus dans la même année. Alors, souvent, c'est par le même mec, mais pas tout le temps. Et ce qui est certain, c'est que systématiquement, le record du monde tombe 2 fois au moins d'affilée, ce qui montre bel et bien qu'il y a une vraie barrière psychologique à ces records. Et qu'en Ouais, parce que je réalité, pense au final que si c'est le même athlète, c'est lui a fait sauter une de ses barrières psychologiques. Mais si c'est un de ses adversaires, c'est peut-être que lui, ça le motive aussi, tu vois, d'aller au-delà de ses limites pour prendre des parce que records. quelqu'un Donc, a ouais, montré que c'était possible. voilà, ouais, Bah, l'aspect psychologique. regarde Boubka, qui a tenu le record de la perche pendant je sais plus
combien de décennies, Ouais, deux ou deux et longtemps. Ouais. demi, quelque chose comme ça. Et derrière, bah, c'est tombé en rafale. La Villenie a battu son propre record dans la foulée, et puis dans la foulée aussi Duplantis, et depuis Duplantis a battu son record 5 fois, je crois. Son propre. Ouais, si on reste sur le même sujet, Souveter, c'est un peu ça au final. Si on regarde les perfs en strong au niveau mondial, pendant pas mal d'années, les meilleurs perfs au monde, jusque dans les années 2010 à peu près, c'était 440 kilos. Il y avait personne au-delà, je crois que c'était Andy Bolton qui avait ça, ce record. Et il a fallu que l'Islandais Benedikt Magnusson arrive et montre qu'on pouvait aller au-delà de 450 et au-delà de 460 kilos. Et au final, Magnusson, je crois, avait fait ça en 2014-2015. Et en gros, jusqu'en 2000, je crois 20 ou 21, tous les ans, le record était battu, amélioré. Magnusson a battu son record plusieurs fois, Eddie Hall a battu son record plusieurs fois, et Thor a rebattu derrière. La course à Euh, l'échalote. ouais, c'est ça. Et plus tous les autres adversaires, parce que du coup, il y a eu, je crois que maintenant, il y a 4 ou 5 mecs dans le monde à plus de 4,60 au deadlift. Donc, du coup, ça a suivi aussi, mais ouais, ça a eu un effet psychologique, en fait. Euh, et pareil pour les 500 kilos, je pense que tout le monde dans le milieu disait que 500 kilos, c'était pas possible, humainement, de faire un deadlift à 500 kilos. Eddie Hall l'a fait, Thor l'a fait, et je pense que d'autres vont le faire. Ça va venir. Eh ben écoute, c'est super intéressant, Aurel. Merci, vraiment merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de tout ça. On va faire un petit récap juste après. Tu reviens quand tu veux. Ça m'a fait vraiment plaisir de te croiser. Et on se revoit bientôt de toute façon au CQP et puis peut-être pour un autre Voilà. épisode podcast. Ouais, il y aura plein de sujets à traiter encore. Ça marche. Salut Ça Aurel. marche. Je te souhaite Merci un bon pour rétablissement. l'invite. Prends soin de toi. À bientôt. Et nous voilà déjà à la fin de cet épisode ABD Podcast qui, je l'espère, vous a non seulement instruit mais aussi inspiré. Avant de vous quitter, je vous propose un petit take-home message. Tout d'abord, nous avons exploré des techniques avancées comme l'overcoming deadlift et l'excentrique analytique, des méthodes qui peuvent véritablement transformer votre entraînement et booster votre performance au soulevé de terre. Testez ça solide et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'importance de l'isométrie pour développer une force brute et de l'excentrique pour renforcer chaque fibre musculaire ne doit pas être sous-estimée. Pour aller plus loin dans votre connaissance de la force, j'ai une formation en ligne qui vous permet d'en maîtriser les secrets de la planification. Et puis, Aurélien Lejeune nous a enrichi avec ces 3 clés pour exceller dans cette discipline: la flexibilité technique pour les experts, l'adaptabilité dans la technique une fois que les fondamentaux sont maîtrisés est cruciale pour continuer à progresser et pour éviter les plateaux. Éviter les maximaux à l'entraînement, se concentrer sur la construction d'une force soutenable plutôt que sur des pics de performance qui peuvent mener à des blessures. Surmonter les barrières psychologiques, le mental est aussi fort que le corps et briser ces barrières peut souvent signifier la différence entre un bon et un grand athlète. Un grand merci à toi Aurélien Lejeune pour tes insights inestimables et merci à vous pour votre écoute. Continuez à vous entraîner, à vous instruire. J'ai 2 super livres sur le sujet à vous recommander. Powerlifting en édition française aux éditions Fortrainer, même titre, Powerlifting. J'ai la version anglaise, mais c'est mon côté puriste, de Dan Austin et de Brian Mann. Et puis l'incontournable Rebuilding Milo, voilà, de Aaron Orshig, imprononçable, c'est pour ça qu'on l'appelle plutôt Squat University, vous le connaissez sûrement dans ses vidéos sur Instagram. Super bouquin aussi aux éditions Fortrainer que je vous recommande chaleureusement. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast.